Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Le Salon international de l'agriculture ouvert depuis hier à Paris en France, la Côte d'Ivoire prend part à ce grand rendez-vous du secteur agricole. Les ministères de l'Agriculture et des Ressources animales tiennent des stands, le savoir-faire du pays présenté. Le coup d'envoi hier du FESPACO 2019, c'était lors d'une grande cérémonie au stade de Ouagadougou. Le plus grand festival de cinéma du continent célèbre son 50e anniversaire. Les meilleurs cinéastes africains en lice pour les talents d'or du Yenanga. Et puis au Sénégal, 6,7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche. 5 candidats sont en lice pour cette présidentielle dont le président sortant Macky Sall. Les bureaux de vote ont fermé. Les Sénégalais attendent le résultat de ce scrutin. Le Salon international de l'agriculture de Paris est ouvert depuis hier. Cette année encore enregistre une participation significative de la Côte d'Ivoire. 2 stands des ministères de l'Agriculture et des Ressources animales. Ils permettent de montrer le savoir-faire ivoirien dans leurs différents domaines. Plus de détails avec Hervé Blé, l'un de nos envoyés spéciaux à Paris. Salon international de l'agriculture sous un temps clément, s'est ouvert ce grand rassemblement des acteurs du monde agricole de France et de nombreux autres pays à travers le monde. Au nombre des participants à ce grand rendez-vous international, les représentants des ministères des Ressources animales et halieutiques et de celui de l'agriculture. Les stars du stand du Mira, ce sont certainement eux, les escargots, objet de toutes les curiosités des premiers visiteurs du salon. À découvrir également aux côtés des escargots, des mâchoirons et des silures. 10 jours de découverte des richesses des ressources animales et halieutiques, mais aussi des produits de l'agriculture ivoirienne, 2 stands pour les apprécier au pavillon 05. C'est d'ailleurs ici que va se dérouler jeudi la journée ivoirienne, avec au programme différentes conférences, des animations culturelles et la dégustation de produits de la Côte d'Ivoire. Tout au long du salon sont prévues des rencontres B2B, différentes séances de travail, des panels avec à la clé de bonnes nouvelles pour les ressources animales et l'agriculture ivoirienne. Le tout avec le soutien et la présence bien souvent du ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua, et du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobina Kwasi Djoumani, à la tête d'une forte délégation au parc des expositions Porte de Versailles à Paris. Et ici en Côte d'Ivoire, l'État sécurise la terre. Le délai de sécurisation du foncier rural passe de 3 mois à 1. C'est ce qui ressort d'un conclave. Les experts ont harmonisé le cadre légal. C'est un seul opérateur qui va engager et suivre le processus jusqu'à la fin. Les explications de Noël Niagno. Ce processus est passé au travers du tamis de plusieurs ateliers. Nous pensons que ce processus-là permet aujourd'hui de clore le chapitre d'élaboration de ces tests-là pour les mettre en concordance avec la rapidité, la célérité, la confiance et, je dirais, l'efficacité. Vous avez dit rapidité, célérité, confiance, efficacité. Le Sésama, l'établissement de certificat foncier, est désormais trouvé. Cela à l'issue des 72 heures d'intenses travaux d'experts du foncier rural. Et je suis heureux que les participants aient été rigoureux, présents jusqu'à des heures tardives dans la nuit pour plancher sur ce dossier. Son nom, la réduction sensible des délais d'obtention du certificat foncier. Une exigence soulignée à l'ouverture de la rencontre par le représentant de la primature. Et pour cause. Si les composantes de réduction du coût de délivrance des certificats fonciers et de délai de ce certificat foncier venaient à être améliorés, cela placerait cet indicateur à un niveau tout à fait remarquable et devrait donc nous permettre d'avoir à l'horizon 2020 les résultats qui sont attendus. Message bien perçu, le Sésame est là. Les nouveaux textes aujourd'hui vraiment prennent en compte le besoin non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'aller beaucoup plus vite et de gagner donc du temps
pour l'obtention de certificats fonciers. Une avancée significative, certes, dans le processus d'obtention du certificat foncier. Mais attention. Désormais, c'est l'AFOR qui conduit toute la politique de sécurisation du foncier rural. Cette opération-là nécessite de confier la politique de sécurisation, c'est-à-dire la délimitation des territoires de village et la certification des parcelles à un opérateur foncier qui va dérouler toute la politique et qui est responsable devant l'autorité, c'est-à-dire devant l'AFOR. Une mise en garde qui vaut son pesant d'or devant les enjeux du foncier rural. Le foncier est au cœur du développement de notre secteur agricole. Pour rappel, ce sont 23 millions d'hectares qui doivent être sécurisés d'ici à 2023. On comprend toute la pertinence de la réduction sensible des délais, parce que 2023, c'est dans seulement 4 ans. Autant de mesures qui favorisent le développement. Justement, au Conseil régional du Cavally, on jette les bases dans la région. La première session ordinaire tenue à Guiglo, une collectivité présidée par Anne-Désirée Ouloto, elle invite l'ensemble des conseillers régionaux au travail. Le reportage d'Abou Sanogo. C'est la première session ordinaire au titre de l'année 2019 du Conseil régional du Cavally à la salle Alassane Ouattara de Guiglo, présidée par Anne-Désirée Ouloto, présidente du Conseil régional du Cavally. Ils étaient au total 38 conseils régionaux sur 41, parmi lesquels les membres du bureau du conseil réunis afin de jeter les bases d'un Cavally nouveau. L'une des priorités de la présidente du Conseil régional du Cavally, dès son élection à la tête de cet instrument de développement local, est de permettre à ses collaborateurs de travailler dans des conditions optimales de rendement. Cette session constitue donc pour elle le coup d'envoi de ses missions dans la région du Cavally. Nous avons eu l'occasion donc de passer un peu en revue les activités déjà menées, mais surtout d'échanger sur notre vision. Notre vision à travailler au rayonnement du Cavally, notre vision à être proche des populations et à tout mettre en œuvre pour développer des projets qui vont consolider la paix et des projets donc qui vont booster le développement de la région. Ce que nous souhaitons, c'est travailler uniquement dans l'intérêt général, travailler pour les populations, travailler pour la paix et pour le développement. Pour le préfet de région, préfet du département de Guiglo, il s'est agi d'une session de cadrage qui permet de savoir comment le conseil régional sera dirigé. Il s'est par ailleurs réjoui de l'engagement de la nouvelle équipe régionale dirigée par Anne-Désirée Ouloto. Cela nous permet de penser que le conseil sera dirigé avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de responsabilité, parce que Madame la ministre a l'expérience de la gestion des structures importantes. Cette session de cadrage a été suivie d'un séminaire de formation à l'intention des conseillers régionaux et des administratifs. Durant 2 jours, ils ont été instruits par le secrétariat national au renforcement des capacités sur le rudiment de la bonne gouvernance. La ville de Katoula aussi pense son développement. Ce chef-lieu de la région du Hambol veut réussir ce rendez-vous. La cité de la poterie s'engage à renforcer la cohésion. Il s'est tenu un rassemblement autour de la nouvelle équipe municipale. Des détails avec Kader Sogodogo. Place à des grands événements de Katoula. Les peuples Taguana et Mangoro, avec eux, leurs alliés, sont sortis massivement pour exprimer leur soif d'aller de l'avant, leur volonté et leur désir ardent de voir Katoula poursuivre son développement. Il faut le dire sans risque de se tromper. Les retombées de l'ère Alassane Ouattara sont perceptibles. Bitume neuf, routes reprofilées, santé, sécurité, éducation, eau potable et électricité. Des acquis qui riment bien avec les 5 années de Camara Thomas à la tête de la commune. Quitus lui a d'ailleurs été donné pour continuer. Je vous ai écouté et je vous ai entendu. Les attentes sont nombreuses. Nous devons imaginer ensemble un nouveau modèle financier pour faire face à nos besoins. Pour continuer sur le chemin du dynamisme amorcé dès notre premier mandat, pour gérer avec efficacité le Katoula d'aujourd'hui et pour imaginer ensemble le Katoula de demain. J'ai besoin de votre soutien, de vos prières. Jeunes femmes et cadres apprécient les saveurs de la métamorphose de Katoula. Grâce à ce monsieur le maire,
nous avons commencé à trouver des stages écoles à certains jeunes dans les entreprises. Et nous avons commencé aussi à financer des projets jeunes. Et grâce à ces projets jeunes-là, nos jeunes de maintenant ont pu commencer à être responsables, ils se suffisent et ils ont pu laisser quelques vices qu'ils menaient dans la vie. La première dame Dominique Ouattara nous a donné des fonds, 30 millions pour les femmes de Katiola. Nos mamans arrivent à scolariser leurs enfants. Nos mamans arrivent à compléter la popote pour faire manger leurs enfants. Nos mamans arrivent à soigner leurs enfants. La cohésion, l'entente, l'union entre tous les cadres, fils et filles de Katiola. Le Katiola nouveau est présent, il est là. Le ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, cadre de la grande région du Hambol, s'associe pleinement au concept Katiola nouveau. Ma présence a une autre signification. Elle veut dire Thomas Camara, tiens bon, continue, on sait que tu peux et que dans les 5 ans à venir, nous aurons une transformation radicale de cette région du Hambol. La cité de la poterie est donc en route pour son développement. Katiola compte le faire avec tous ses enfants et tous ceux qui se sont liés d'amitié avec elle. Dans l'actualité politique ce soir, la plateforme des jeunes cadres du PDCI soutient les actions du chef de l'État. Les principaux leaders de cette plateforme ont exposé leur vision lors d'une conférence de presse. Le mouvement prône l'unité et la cohésion. Serge Coléa. La plateforme des jeunes cadres du PDCI RDA pour le RHDP se présente comme une organisation au service du RHDP. Sa mission, consolider les actions de paix et de rassemblement prônées par le président Alassane Ouattara. Le vrai oufotisme, c'est celui qui tend la main à tous ses frères. Il ne fait que tendre la main, il n'arrête pas de tendre la main pour nous la paix et la réconciliation depuis 2011. C'est pour cette raison que nous nous sommes réunis et accompagnés sa mission, amplifier un peu sur le terrain pour que les gens comprennent. Les membres fondateurs du mouvement PDCI Renaissance apportent leur soutien à cette plateforme. Vous savez, le président de PDCI Renaissance, c'est un des fidèles parmi les fidèles du chef de l'État, le vice-président Kablan Duncan, qui nous dit toujours que nous n'avons pour ambition que d'accompagner le président de la République. Être à l'intérieur du RHDP pour gagner le cœur des Ivoiriens et pour apporter à la Côte d'Ivoire cette plus-value que nous apportons depuis que le président de la République, M. Alassane Ouattara, est au pouvoir. Aux côtés du mouvement PDCI Renaissance, la plateforme des jeunes cadres du PDCI RDA entend également contribuer au raffermissement des liens entre les populations vivant en Côte d'Ivoire. Le président du Front populaire ivoirien, lui, était face à la presse hier. Il a jeté un regard sur l'actualité nationale et internationale. Pascal Affi-N'Guessan a fait savoir que son parti se porte très bien. Il a appelé les cadres à l'union. Des détails avec Ahmed Traoré et Franck Wadio. 1h15, c'est le temps qu'a duré la conférence de presse qu'a animé Pascal Affi-N'Guessan. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, le président du Front populaire ivoirien a fait un tour d'horizon de l'actualité politique internationale puis nationale. Selon le conférencier, même à l'opposition, son parti peut contribuer à la cohésion sociale. Pour lui, le FPI, Front populaire ivoirien, se porte très bien. Il estime qu'il se rapproche de l'ancien président Laurent Gbagbo. Je maintiens le principe de rendre visite au président Gbagbo parce que c'est un devoir de solidarité. Nous appartenons au même parti, c'est notre leader. Nous avons mené jusqu'en 2010, jusqu'à son arrestation, de grands combats qui ont été ponctués de victoires, mais aussi de moments de souffrance. Et lorsque un tel compagnon se retrouve en difficulté, le premier devoir de tous les camarades, c'est la solidarité. Au cours de ce rendez-vous avec les acteurs des médias, Pascal Affi-N'Guessan est revenu sur le problème de la CEI, Commission électorale indépendante, qui pour lui doit être profondément recomposée. On parle de CEI comme concept, mais en fait ce que nous demandons, c'est la réforme globale du cadre juridique et institutionnel des élections. Donc il y a la CEI dedans, il faut une nouvelle CEI, équilibrée, véritablement indépendante, mais il faut aussi un nouveau code électoral, puisque les règles qui régissent l'organisation des élections aussi doivent changer. Il faut un nouveau découpage électoral
il faut une nouvelle liste électorale qui intègre tous les Ivoiriens en âge de voter. Il faut la réforme du Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel est un maillon important du processus électoral. Les élus, cadres et militants du FPI venus soutenir leur président ont profité de l'occasion pour l'exhorter à tout mettre en œuvre pour la reconquête du pouvoir d'État. Le budget citoyen, c'est un système qui sera adopté en Côte d'Ivoire dès la fin du premier trimestre 2019. Hamza Diaby a reçu, dans le cadre du magazine du dimanche, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, nous donne ici plus de détails sur cette notion de budget citoyen. Le budget citoyen, c'est un document qui permet à monsieur tout le monde de lire de façon très simple le budget, de savoir quelles sont les sources de financement du budget de l'État et aussi de savoir comment est-ce que l'État utilise ses ressources pour la dépense publique, la construction de routes, des écoles, le paiement des salaires et toutes les dépenses de l'État. Savoir un peu, en gros, comment est-ce que le document qui est adopté en son nom, comment est-ce que les ressources sont levées et utilisées en son nom. Et qu'est-ce qui a conduit le gouvernement à adopter un tel système? Alors, c'est d'abord la volonté d'améliorer la transparence. La transparence budgétaire exige quand même que les citoyens sachent un peu ce que les différentes autorités utilisent, la façon dont elles utilisent les ressources. Mais c'est également aussi la volonté d'être en ligne avec les normes internationales, parce que dans des pays un peu plus avancés économiquement que nous, ce type de document existe et il est important quand même que nous puissions nous aussi être en ligne avec ces différents États-là. Ils appellent à reprendre les cours demain lundi. Les enseignants réunis au sein de la coordination des enseignants pour la sauvegarde de l'école ont pris cet engagement d'ouvrir les salles de classe. Pour ce faire, ils demandent une protection des autorités locales de Bouaké, une assurance que leur a donnée le député Bema Fofana. Le reportage de Boubacar Silla dans un commentaire de Kader Sogodogo. La coordination des enseignants pour la sauvegarde de l'école prête à reprendre les cours ce lundi 25 février 2019. Cette coordination réunissant les enseignants du primaire et du secondaire à travers une déclaration exprime sa volonté de mettre fin à cette grève qui n'a que trop duré. Nous, les enseignants réunis au sein de la coordination des enseignants pour la sauvegarde de l'école de Bouaké, appelons à une plus grande implication de l'autorité administrative dans la sécurisation des établissements et administrations scolaires. Appelons également les autorités coutumières et religieuses ainsi que toute la société civile à s'impliquer davantage pour la reprise effective des cours dans le Gbeke. Invitons les syndicats à suspendre le mot d'ordre de grève pour donner plus de chances aux négociations. Invitons tous les enseignants à l'apaisement et à la reprise des cours dès le lundi 25 février 2019 à 7 h. Pour les dispositions sécuritaires, les autorités administratives et municipales rassurent les enseignants. Elles ont également appelé les enseignants grévistes au sens de la responsabilité et du dialogue, tout en rappelant les grands sacrifices consentis par l'État de Côte d'Ivoire pour prendre en compte leurs revendications. Ils avaient besoin de plus de sécurité. Nous sommes venus leur dire que dorénavant, la commune de Bouaké sera à leur côté pour permettre que les perturbateurs n'arrivent plus à aller les perturber. Depuis plusieurs semaines, le secteur éducation-formation est paralysé par un arrêt de travail. Les enseignants revendiquent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Au chapitre culture de ce journal, San Pedro a son festival. La première édition lancée hier par Théophile Awandoli, représentant le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Une rencontre pour promouvoir le riche patrimoine naturel et touristique de la ville. Il y a eu également la pose de la première pierre d'une chapelle. Le reportage de Sam Conan. L'inspecteur d'État Théophile Awandoli posant la première pierre de la future statue de Saint-Pierre qui va être érigée dans 6 mois sur cette colline. San Pedro qui signifie en effet Saint-Pierre en français est le nom donné par Soeri Costa, le premier explorateur portugais qui a foulé le sol de la région un 22 février, jour de la commémoration de la chaire de Saint-Pierre. C'était à l'occasion du lancement de la première édition du festival de San Pedro, initié par la municipalité. Qu'il me soit permis d'exprimer ma profonde gratitude et mon infinie reconnaissance
à notre maman, Madame la Première Dame de la République de Côte d'Ivoire, pour la prise en charge de la stèle. L'objectif de l'institution de ce festival est de faire de la destination San Pedro la plus prisée du pays, à travers non seulement la promotion du riche patrimoine naturel, culturel, touristique, avec ses belles plages, mais aussi présenter ses potentialités économiques avec son premier port exportateur de cacao au monde. L'inspecteur d'État représentant le vice-président Daniel Kablan-Denkan a salué cette initiative qui s'inscrit selon lui dans la vision des faits Félix Houphouët-Boigny et du président Alassane Ouattara. La ville doit assurément son développement à la vision clairvoyante du président Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, San Pedro est devenu, sous la haute égide du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, héritier et digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny, le deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire. Nous savons tous que la paix procède du développement. Je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un vibrant appel à la tolérance, au bon ton, à la cohésion, à la réconciliation, à l'unité nationale, au-delà des divergences sociales, sociologiques, politiques, culturelles et religieuses. Un festival qui sera marqué également pendant 3 jours par des défilés en tenue traditionnelle de toutes les communautés vivant à San Pedro, de la gastronomie avec des fruits de mer et des visites de sites touristiques. On reste en culture et je vous emmène à présent au Burkina Faso. Le FESPACO, ouvert hier samedi à Ouagadougou, le plus grand festival du cinéma en Afrique, se tient jusqu'au 2 mars. Les meilleurs cinéastes du continent se retrouvent pour valoriser leur production. Serge Koléa, notre envoyé spécial. Sa silhouette ne passe pas inaperçue. Ibrahim Kafando, la mascotte du FESPACO, arbore fièrement les couleurs de son Faso natal pour traduire aux milliers de visiteurs et de festivaliers l'hospitalité du pays des hommes intègres. Bienvenue à la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Bienvenue au FESPACO. Cette année, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou fête ses 50 ans. Un demi-siècle d'une histoire qui n'a jamais cessé de s'écrire depuis 1969. Je voudrais dire que je suis émue parce que c'est une chance extraordinaire d'avoir aidé à mettre le FESPACO au monde et de le voir souffler sa 50e bougie. Je voudrais rendre un vibrant hommage aux grandes figures du cinéma africain de la diaspora pour avoir tenu haut le flambeau du FESPACO. Par votre engagement individuel et collectif, vous avez fait du FESPACO la voix du cinéma africain dans le monde. L'étalon, symbole du FESPACO, est prêt à continuer l'aventure. Le président de la République, Roch Marc Christian Kaboré, a donné le clap d'ouverture de la 26e édition qui se tient du 23 février au 2 mars avec comme pays invité d'honneur le Rwanda. Plusieurs prestations artistiques ont donné du rythme et des couleurs à cette cérémonie d'ouverture au stade municipal de Ouagadougou. Au Sénégal, 6,7 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche. Le vote est terminé. La 11e élection présidentielle au Sénégal vient ainsi de prendre fin. Elle a été marquée par une forte mobilisation des citoyens. L'autre point notable, c'est une journée électorale passée dans un climat apaisé. Les Sénégalais sont dans l'attente des résultats du scrutin. Dans le reste de l'actualité internationale, faisons le tour comme tous les dimanches. Nous verrons ce qui a marqué l'actualité cette semaine. Commençons d'abord par la RDC, le 7 sur 7, Ahmed Traoré, Abou Sanogo. À Goma, dans la province congolaise du Nord Kivu, des hommes munis d'armes à feu ont tué 8 personnes dans 3 quartiers de la ville. Les habitants lassés des violences reprochent aux autorités d'être intervenus trop tard. Pour la société civile du Nord Kivu, c'est au niveau national qu'il faut se mobiliser contre l'insécurité dans la zone.
Plus de 700 personnes luttaient contre une cinquantaine d'incendies, dont certains seraient d'origine criminelle dans le nord de l'Espagne. Au cours de la journée ont été recensées 760 personnes des différentes administrations travaillant à leur extinction. Depuis que les premiers feux se sont déclarés dans cette région montagneuse du nord du pays, aucun dommage humain n'est à déplorer et la majorité des incendies ont lieu dans des zones inaccessibles. Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête pour entrave à la manifestation de la vérité dans le cadre des différentes enquêtes visant l'ancien collaborateur du président français Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, déjà poursuivi pour violence. Cette enquête préliminaire, ouverte le 15 février, vise à déterminer s'il y a pu y avoir des dissimulations de preuves. Elle concerne notamment les enregistrements de conversations avec son ami Vincent Kras, dans lesquels ils évoquent des messages effacés de leur téléphone. Le préfet du département du littoral Modeste Toboula et le ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli ont été limogés par le chef de l'État Patrice Talon. Interpellé et gardé à vue, ce préfet a été entendu par la brigade économique et financière dans le cadre d'une affaire de bradage de domaine public et poursuivi pour abus d'autorité, faux en écriture publique. Le ministre de la décentralisation, quant à lui, aurait donné des instructions au préfet pour la cession du domaine public. Au Venezuela, les tensions persistent autour de l'accès à l'aide humanitaire. Juan Guaidó, la figure de proue de l'opposition, reconnu comme chef d'État légitime par une partie de la communauté internationale, avait fixé la date du 23 février pour l'entrée en territoire vénézuélien de l'aide humanitaire. Or, à 24 heures de l'échéance, aucune solution négociée n'est en vue. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a en effet annoncé sa décision de fermer totalement la frontière avec le Brésil jusqu'à nouvel ordre. Au Nigeria, 84 millions d'électeurs étaient appelés ce 23 février aux urnes pour élire leur président, aussi les membres du Sénat et de la Chambre des représentants. Au total, 72 candidats sont en lice pour la magistrature suprême. Mais la véritable bataille se joue entre les candidats des deux principaux partis, le président sortant, Muhammadu Buhari, et Atiku Abubakar, candidat du parti d'opposition. Les Cubains sont appelés à s'exprimer sur une nouvelle constitution qui, si elle est approuvée, reconnaîtrait l'économie de marché, la propriété privée et les investissements étrangers, sans renoncer à l'objectif d'une société communiste. Parmi ceux qui refusent le test proposé, Ildebrando Chaviano, opposant et candidat malheureux au municipal de 2015, ou le dissident Manuel Cuesta Moria. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. Bonsoir.